Bonjour les cinquièmes. La dernière fois, nous avons travaillé sur l'échauffement, les étirements et sur l'entraînement pour permettre d'augmenter nos limites et repousser celles-ci le plus loin possible. Aujourd'hui, nous allons continuer à travailler sur comment repousser nos limites, mais nous allons nous intéresser à d'autres techniques qui ne sont pas forcément bonnes pour l'organisme. Nous allons travailler dans un premier temps sur le dopage, puis sur le surentraînement. Alors, je vais vous demander dans votre cahier de répondre aux questions qui concernent le groupe d'experts numéro 3, qui concerne le dopage. Comment pouvons-nous repousser nos limites grâce au dopage? Tout d'abord, regardons ensemble les différents documents. Premier document, il présente le dopage d'un sportif qui augmente artificiellement ses capacités physiques. Qu'est-ce que le dopage? Le dopage désigne la prise volontaire de substances stimulantes, dans le but d'augmenter de façon artificielle et passagère ses capacités physiques. Il y a beaucoup de personnalités sportives qui se sont dopées. L'un des plus connus est le cycliste Lance Armstrong, qui a reconnu en 2013 s'être dopé pendant tous les Tours de France, dont il a été victorieux. Le deuxième document nous parle de l'EPO. Qu'est-ce que l'EPO? L'EPO est une molécule sécrétée, c'est-à-dire fabriquée et libérée dans le sang naturellement par les reins et par le foie. Cette EPO permet d'augmenter la quantité de globules rouges. Rappelez-vous, les globules rouges, ce sont les cellules dans le sang qui transportent le dioxygène dont les muscles ont besoin. Donc, si on a plus de globules rouges, on va avoir davantage de dioxygène qui va pouvoir être apporté aux muscles. Par contre, la prise d'EPO artificielle entraîne des effets secondaires, notamment l'épaississement du sang, qui augmente ainsi le risque de formation de caillots, c'est-à-dire de bouchons, et donc le risque d'infarctus ou d'accidents vasculaires cérébraux. Les infarctus, ce sont lorsque le cœur s'arrête de battre, parce qu'il y a un bouchon qui bouche la circulation sanguine. Les accidents vasculaires cérébraux sont lorsqu'il y a des bouchons qui se créent au niveau du cerveau et qui bloquent du coup l'arrivée du sang dans le cerveau. L'EPO est recherché dans les contrôles antidopage depuis les années 2000. Ici, vous avez une petite image qui vous représente ces fameux globules rouges qui sont donc les cellules dans le sang spécialisées dans le transport du dioxygène. Dernier document, c'est une petite carte mentale où on a donc différentes informations qui nous montrent les effets et le risque des substances utilisées dans le dopage. Par exemple, la prise d'hormones naturelles, comme par exemple l'EPO dont on vient de parler. Elle stimule la production de globules rouges pour un meilleur transport du gaz respiratoire. Donc, si on prend de l'EPO artificiellement, on peut augmenter le risque d'infarctus du myocarde, c'est-à-dire d'arrêt cardiaque, d'arrêt du cœur, mais aussi les accidents vasculaires cérébraux. D'autres hormones peuvent être prises de manière artificielle. Ces autres hormones existent aussi naturellement, comme par exemple la testostérone, qui améliore l'assimilation de protéines par le muscle afin de les développer. Si on prend artificiellement de la testostérone sous forme de stéroïdes anabolisants, on va aussi augmenter les infarctus du myocarde et favoriser l'apparition de cancers. Voici les questions auxquelles nous allons nous intéresser. Première question, qu'est-ce que le dopage? Puis, qu'est-ce que l'EPO? À quoi sert cette fameuse EPO? Et quels sont les effets secondaires de la prise d'EPO? Finalement, quelles conséquences existent lorsque l'on prend artificiellement des substances dopantes? Finalement, peut-on repousser nos limites grâce au dopage? Je vous laisse quelques minutes pour répondre à ces questions. À vous de jouer! Passons à la correction. Première question, qu'est-ce que le dopage? Alors, vous trouverez la réponse dans ce premier document, puisque le dopage désigne la prise volontaire de substances stimulantes dans le but d'augmenter de façon artificielle et passagère ses capacités physiques. Qu'est-ce que le PO? La réponse est dans le document 2, ici. Le PO est une molécule sécrétée, ce qui veut dire fabriquée et libérée dans le sang, naturellement
par les reins et par le foie. À quoi elle sert cette EPO? Vous avez la réponse juste au-dessus. L'EPO augmente la quantité de globules rouges qui transportent le dioxygène dans le sang. Quels sont les effets secondaires de la prise d'EPO? Vous avez la réponse ici. Elle augmente le risque de formation de caillots, c'est-à-dire de bouchons, qui est lié à un épaississement du sang. Le sang circulant moins bien dans les vaisseaux sanguins, il peut s'agglutiner et former des bouchons. Quelles conséquences existent-ils lorsque l'on prend artificiellement des substances dopantes? La réponse est dans le dernier document. Dans cette partie, on constate qu'à chaque fois que l'on prend de manière artificielle des hormones telles que l'EPO ou la testostérone, on a des risques très importants pour notre santé. Ces conséquences, la prise artificielle de substances dopantes augmente le risque d'infarctus du myocarde, c'est-à-dire d'arrêt du cœur, et aussi d'accidents vasculaires cérébraux. Peut-on alors repousser nos limites grâce au dopage? La réponse est oui, mais attention, c'est très risqué pour la santé. Passons à notre dernier groupe d'experts. Nous allons voir si nous pouvons repousser nos limites en faisant du surentraînement, c'est-à-dire en cherchant tous les jours à s'entraîner. Le premier document présente les différentes blessures liées aux activités sportives. On a les différentes zones du corps qui sont blessées selon le sport qui est pratiqué. Le deuxième document nous présente un document qui nous présente qu'est-ce que veut dire quand on a une crampe, qu'est-ce qui se passe. En fait, une crampe, elle se manifeste par une douleur intense d'un ou de plusieurs muscles. Elle apparaît pendant l'effort quand le muscle reste contracté. Au lieu qu'un muscle se contracte et se relâche, le muscle en activité reste contracté. C'est ce qu'on appelle la crampe. Un document sur les courbatures. Alors, les courbatures, nous avons ici un petit article d'un chercheur en plasticité des systèmes nerveux et musculaires qui nous explique que lors d'un effort physique intense, les cellules musculaires peuvent subir des micro-déchirures, c'est-à-dire s'abîmer. Ces déchirures sont à l'origine de douleurs musculaires qui sont retardées et qu'on appelle les courbatures, et que l'on va ressentir quelque temps après la séance de sport intense. Ces micro-déchirures qui touchent donc le muscle n'ont rien à voir avec les crampes dont on vient de parler, puisqu'elles peuvent se produire pendant une séance de sport et ont plusieurs causes, comme par exemple le manque d'hydratation ou le manque d'échauffement. Enfin, on a encore un document ici sur les fractures. Une fracture de fatigue est une maladie de l'os qui peut intervenir quand celui-ci est trop sollicité. Par exemple, lors d'efforts physiques répétés. Des lésions, c'est-à-dire des problèmes microscopiques, peuvent apparaître sur un os sain, un os qui n'est pas malade, et progressivement provoquer sa cassure. Enfin, le dernier document nous présente un petit graphique assez simple à comprendre de ce qui se passe lorsque l'on fait un surentraînement. Le surentraînement, c'est un excès d'exercice physique sur le long terme à raison de plusieurs heures par semaine. Le sportif a le sentiment de ne plus progresser et peut même ressentir une régression. Il se sent extrêmement fatigué et souffre de douleurs musculaires et articulaires. Cela peut entraîner quelquefois des troubles du système cardiovasculaire et voire des blessures. Un entraînement intensif permet d'augmenter les performances, mais si on continue à aller beaucoup trop dans le surentraînement, on va être fatigué, avoir un sentiment d'être moins performant et on risque les blessures. Nous allons devoir maintenant répondre à l'ensemble de ces questions. Première question, qu'est-ce que le surentraînement? À vous de trouver dans les documents la définition. Qu'est-ce que cela entraîne? Qu'est-ce que le surentraînement peut-il entraîner? Quelles sont les blessures qui sont liées à un surentraînement? Peut-on repousser nos limites finalement grâce au surentraînement, qui sera donc la même réponse qu'ici? Et est-ce que le surentraînement est-il mauvais pour la santé? Je vous laisse quelques minutes pour y répondre. À vous de jouer.
Alors, passons à la correction. Première question, qu'est-ce que le surentraînement? Vous avez ici donc la définition dans le document 5 de ce qu'est le surentraînement que je vous ai lu tout à l'heure. Le surentraînement, c'est un excès d'exercice physique sur le long terme à raison de plusieurs heures par semaine. Qu'est-ce que cela entraîne? La réponse, c'est que ça peut entraîner une fatigue importante, des douleurs musculaires et articulaires, des troubles du système cardiovasculaire, voire des blessures dans le pire des cas. Quelles sont les blessures qui sont liées à un surentraînement? On en a parlé. On peut avoir des crampes, des fractures et des courbatures. Donc les fractures de fatigue des os, les crampes et les courbatures, qui sont donc des déchirures de cellules musculaires, sont les blessures les plus fréquentes du surentraînement. Peut-on repousser nos limites grâce à un surentraînement? Oui, on peut encore, mais c'est très risqué pour la santé. Pourquoi? Est-ce que cela est-il mauvais pour la santé, le surentraînement? Eh bien oui, le surentraînement va entraîner un risque de se blesser et d'avoir ce qu'on appelle un trouble du système cardiovasculaire. Peut-on donc repousser nos limites grâce au surentraînement? La réponse, on l'a déjà donnée, c'est possible, mais c'est très risqué pour la santé. Maintenant que nous avons pu analyser l'ensemble des façons de faire pour repousser nos limites, nous allons pouvoir essayer de mettre ça en place sous forme d'une carte mentale. Alors, normalement, c'était un travail qui était ramassé et vous auriez dû ensemble construire cette carte mentale. Pour vous aider, je vous aurais expliqué ce qu'est une carte mentale. Alors, la fiche méthode de la carte mentale, c'est que la carte mentale doit être un moyen de communication pour s'organiser, mémoriser et présenter ou échanger des idées. Normalement, elle se fait sur une feuille blanche avec des crayons couleur ou des feutres et un peu d'imagination et de créativité. On va avoir au centre la notion importante et de cette partie importante vont aboutir des branches sur lesquelles il va falloir expliquer si en effet, dans notre cas, on peut repousser ou pas les limites. On passe à la correction? Alors, nous allons avoir donc la carte mentale qui présente les moyens de repousser nos limites. On va au centre expliquer donc qu'on va faire un effort physique. Lorsque l'on fait un effort physique, est-ce que l'on peut l'améliorer ou pas? Est-ce qu'on peut repousser nos limites lors d'un effort physique? Alors, nous avons tout d'abord travaillé sur l'échauffement et l'étirement. Donc, l'échauffement et l'étirement, on a vu que l'échauffement permettait d'augmenter la souplesse des muscles, l'élasticité des tendons, la fréquence cardiaque et respiratoire et enfin améliorer l'attention et la concentration. Tout ça est bénéfique lorsque l'on veut repousser nos limites. L'étirement, ce qu'on appelle aussi la récupération active, permet, elle, d'augmenter la vitesse d'élimination d'un acide, qu'on appelle l'acide lactique, qui sont des molécules en fait fabriquées par nos cellules musculaires, qui, si elles s'accumulent, peuvent provoquer des perturbations du fonctionnement musculaire. Donc en s'étirant de manière efficace après un effort, on va permettre d'éviter des perturbations de notre fonctionnement musculaire. Nous avons ensuite parlé de l'entraînement. L'entraînement a aussi un effet positif puisqu'il permet d'augmenter la surface et le volume de nos muscles, donc une augmentation de la puissance des muscles, d'augmenter la VMA, c'est-à-dire la vitesse maximale de course que l'on peut atteindre chez un individu, d'augmenter le volume maximum de dioxygène consommé, le VO2 max, et d'augmenter le débit cardiaque. Tout ça permet de repousser nos limites et d'avoir un effort physique plus performant. Nous avons aussi parlé du dopage et du surentraînement. Si on s'intéresse au dopage, le dopage, qui est donc la prise artificielle de substances dopantes, permet d'augmenter notre effort physique, mais permet aussi d'augmenter le risque d'infarctus du myocarde et d'accident vasculaire cérébral. Finalement, le dopage a un effet néfaste, mauvais sur les limites de notre organisme. Et enfin, le surentraînement, lui aussi, a un effet mauvais. On en a parlé juste là. Le surentraînement entraîne des risques de se blesser ou d'avoir des troubles du système cardiovasculaire. Finalement, qu'est-ce qu'il faut retenir de cette activité?
Alors les définitions, on en parlera après. Bilan du grand 3, grand B qui est à noter en rouge dans votre cahier. Un entraînement raisonné permet d'augmenter ses capacités physiques tout en limitant le risque de blessure. Cette amélioration s'explique d'une part par une augmentation du débit cardiaque à l'effort, d'autre part par une augmentation de la consommation maximale de dioxygène, du VO2 max, et enfin par une augmentation de la taille et de la puissance des muscles. Mais attention, la prise de produits dopants et le surentraînement sont quant à eux très dangereux pour la santé et peuvent provoquer des accidents ostéomusculaires. Vous avez la définition juste au-dessus. J'espère que vous avez compris tout ce cours et je vous souhaite bon courage pour la suite.